C'est toujours un plaisir pour nous, sur les antennes de Télé Africa, de vous retrouver pour cette émission Les As du Foot. Les As du Foot, c'est le décryptage, l'analyse et le débat de l'actualité du foot, avec bien sûr les différents sujets qui sont à votre disposition. On va regarder au menu de cette émission. On va suivre dans quelques instants seulement. En première partie, on parlera de reconversion, deuxième vie professionnelle, bientôt possible. En deuxième partie également, la DTN, la direction technique, quel impact sur le développement du football gabonais. Une fois n'est pas coutume dans cette émission, nous allons recevoir Arnold Djoud, l'ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. Arnold Djoud, auteur-compositeur, à la veille, à chaque fois que les Panthères du Gabon font la une de l'actualité, vous le savez, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Arnold Djoud, c'est un plaisir de vous introduire. Je rappelle qu'il y a, en 2011, vous avez composé pour les Panthères du Gabon, pour la Coupe d'Afrique de 2012. Vous faites la même chose encore une fois de plus, c'est un plaisir. Pourquoi la composition Aller les Panthères? Mais tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde sur le plateau et là-bas à la maison. Je veux te dire, est-ce que c'est une question ou une réponse? C'est pour soutenir les Panthères, notre équipe nationale. Parce que je suis d'abord une Panthère du Gabon. Oui. Je porte les couleurs du Gabon, vert, jaune, bleu, haut. Et je me suis dit, pour les Panthères, cette fois-ci encore, je vais composer, je vais créer quelque chose pour leur donner de la force. Et avec l'affaire Kanga Gaylor qui m'a touché personnellement. Qui a fait couler beaucoup, non? On avait l'impression que c'était incertain qu'on n'irait pas à la CAN. Ouais. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour donner de la force à nos garçons. Et j'ai composé cette chanson en invitant mes petits frères Ndoman, Pinkoum, Ndoman qu'on va introduire, Ndoman. Segam Beat et Kiss de Sangando. Voilà. Ndoman, bonjour. Comment ça va? C'est un plaisir également. C'était un collectif. Vous avez décidé en fait de mettre ensemble ce morceau pour encourager d'ailleurs. Il faut dire qu'à la base, le projet il appartient à mon grand frère Djoud. Oui. Djoud nous a invités sur le projet et pour moi c'est toujours un plaisir de collaborer avec les aînés parce que ça me permet d'avoir une longueur d'avance sur les autres de ma génération. Et après une collaboration avec Damboula, être invité par Arnold Djoud, pour moi c'est une aubaine. Et j'ai dit oui tout de suite et après on le fait pour le Gabon, c'est pour l'équipe nationale. Nous sommes tous des Panthères. Oui. Voilà, c'est pour le vert jaune bleu qu'on le fait. Dans les images, on a constaté, est-ce que c'est le collectif ou bien c'est vous qui avez invité ces artistes à vous accompagner pour soutenir cette équipe des Panthères? Ben en fait, appeler les noms, oui. C'est le premier extrait de mon prochain album. Oui. Donc j'ai invité ces artistes-là en featuring sur cette chanson pour soutenir les Panthères, une fois de plus. Donc c'est ma chanson et j'ai invité mes petits frères. Oui. Vous êtes rendu du côté de la Fédération gabonaise de football pour peut-être donner une caution à cette chanson. De quoi était-il question? Tout à fait. Il était, je veux dire, réglementaire d'avoir la caution morale de la FEGAFOOT parce que c'est l'organisme en charge du football au Gabon et de l'équipe nationale. Et donc je suis allé présenter mes civilités et le projet au président de la Fédération gabonaise de football. Vous avez été bien accueilli? Très bien accueilli, à qui d'ailleurs je fais un chapeau. Voilà. Je demande que vise ce morceau. D'abord, on a parlé d'encourager les Panthères du Gabon. Est-ce qu'il y a un autre objectif derrière lorsqu'on sait que les Panthères du Gabon vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun? Il faut dire que l'objectif premier, c'est de soutenir notre équipe, oui. C'est de pousser en avant les Panthères. Et on sait que ils doivent passer les éliminations pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Oui. Donc c'est un morceau qu'on pourra écouter autant de fois qu'il le faut. Oui. Arnold, vous avez un retour après avoir sorti le morceau d'abord du monde du foot? Oui. En posant la question à Brice Nengue qui est sur ce plateau. Oui, j'ai vu sur mon Instagram quelques footballeurs qui sont venus liker mes publications qui parlent de cette chanson, oui. Et notamment Poco et puis quelques autres. Non, mais si les gens aiment, et puis dans le public, c'est très bien accueilli. On voit deux rythmes dans ce oui, on a les coucous et puis les lônes. Pourquoi les deux rythmes? Mais parce que déjà les coucous, c'est le rythme un peu en vogue en ce moment. Et puis vous savez, moi je fais dans l'éclecticité musicale. Hein. Ouais. Et vous savez que je chante en fon, en miennet, en piqué, et dans tous ces rythmes-là. Et puis c'était à juste titre que je me suis dit pourquoi pas le faire dans un seul titre de deux genres musicaux, les coucous et les lônes. Et ça donne une bonne sauce. Satisfait de retour d'écoute? Bon, pour l'instant, nous, on suit et on se rend compte que les gens... Et puis au départ, c'est un morceau déjà un peu connu. Très connu. Et on a fait une reprise, donc on n'est pas très étonné
du succès. Ouais. Et on attend la suite. Quel est le programme à venir? Lorsqu'on sait que les Panthères du Gabon vont se regrouper au Gabon pour la Coupe du Monde, mais également pour la Coupe d'Afrique. Quel est le programme à venir? Mais, le programme à venir, c'est qu'on va faire une vidéo déjà, une grosse vidéo avec, on espère, tous les joueurs et toutes les personnes qui gravitent autour du football, notamment les panternautes. Ouais. Hein, Monsieur le Président, heureux de vous rencontrer. Donc on va faire une grosse vidéo et puis je ne sais pas, il y aura plein de choses en vue. Voilà. Dommage. Je crois que le grand frère a tout dit. Hein. Au moment venu, on fera la vidéo et je pense que le moment, c'est après les fêtes, en janvier. Ouais. Je crois que la CAN, c'est en janvier, non? C'est en janvier, oui. Donc, que les gens restent connectés, parce qu'il y a des choses qui arrivent. Merci Arnold. C'est moi qui vous remercie. On va vous accompagner avec un extrait. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup Arnold. Et on aura l'occasion de vous retrouver très prochainement. Et nous, on va rester dans notre corps de garde pour retrouver l'ensemble des invités de cette émission. Merci également à vous. Et puis, je n'ai pas envie de vous dire, portez-vous comme un ballon de foot. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'émission. Alors, Valérie Rondo, avant de rentrer de plein pied dans le vif du sujet, Gaëtan Kouka, Arsène Tolomangoy, Brice Inengue, c'est une manière pour nous de présenter nos invités. En attendant, Valérie, comment allez-vous et le week-end, comment ça a été? Je vais bien, hein, par la grâce de Dieu. D'abord, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et merci d'ailleurs à Arnold aussi et à tous ceux qui ont participé à ce disque qui, on l'espère, aussi va apporter un coup de chance aux Panthères. On en a toujours besoin. Ouais. Donc ça va bien, je passais un week-end tranquille. J'ai joué au foot hier avec des amis que je n'avais pas vus depuis. Donc ça va. Qu'est-ce qui a été de particulier le week-end chez vous qui a attiré votre attention sur le foot gabonais, bien sûr? Je vais vous dire que j'ai eu une activité très dense entre le moment où je suis arrivé et la fin de semaine. Donc j'ai un peu coupé avec ça en sachant que au cours de l'émission, avec les thèmes que vous m'avez envoyés, j'allais évidemment être reconnecté au football. Donc ça fait toujours du bien d'avoir une petite coupure. Ça me permet d'être en forme aujourd'hui. Une transition, bien sûr, pour accompagner, comme on le disait, avec Arnold Jude Ndoumane qui nous présente Allez les Panthères. Appelez les noms, yayo. Appelez les noms, yayo. Les Panthères du Gabon, yayo. Appelez les noms, yayo. Appelez les noms, yayo. Appelez les noms, yayo. Les Panthères du Gabon, yayo. Comme ils sont cool, comme ils sont stars, comme ils sont forts. Pierre-Emerick Aubameyang, ballon d'or d'Afrique, notre fierté nationale. De retour sur ce plateau, bien sûr, pour continuer avec l'actualité, puisque c'est vrai que c'est l'actualité également. Brice Inengue, c'est quand même une chanson pour encourager l'équipe nationale vers la victoire, ou bien l'assaut final. L'assaut final, on dira. Vous savez qu'on va au Cameroun avec des ambitions clairement affichées. Oui. On ne va pas pour faire de la figuration. On veut essayer de dépasser notre niveau déjà connu, donc nos quarts de finale traditionnels où on a chaque fois échoué. Cette fois, on va pour jouer le bout de la compétition. Donc tous les artistes, tout le peuple gabonais qui souhaite encourager les Panthères est bien en ce moment, bienvenue. Avant de retrouver notre invité Arsène Tolomangoy, mais également notre consultant Gaëtan Kouka, Valérie Rondo, avec qui nous avons introduit, je m'en vais vous présenter d'abord le diagnostic pour planter le décor de cette émission, pour planter le décor de la première partie de l'émission, bien sûr. On va voir le diagnostic en ce qui concerne la reconversion deuxième vie professionnelle, bientôt possible. Je rappelle que Arsène Tolomangoy, vous êtes de la NFPG, vous occupez de la reconversion des joueurs également, on va le voir. Alors, le diagnostic est celui-là. Difficulté de reconversion professionnelle, décrochage social et professionnel, perte totale de confiance en soi et d'estime en soi, précarité, altération de l'image du sport dans la société. Je voudrais qu'on reste d'abord focalisé sur précarité. Monsieur Arsène Tolomangoy, est-ce que vous comprenez le bien fondé du thème qui vous touche? D'ailleurs, vous avez été footballeur.
Oui, Rodrigue, merci de me recevoir sur le plateau. La question de la reconversion nous intéresse fortement parce que nous, au niveau de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, nous avons normalement un corps de métier qui est celui de la défense des droits des footballeurs. Et au-delà de ce pan-là, nous avons cru bon d'associer cette dimension qui concerne notamment la reconversion des footballeurs professionnels. Dans le sens où on s'est dit que tous les jours, on reçoit au niveau de notre siège des footballeurs qu'on a adulés, mais qui sont en difficulté, qui sont devenus des indigents quasiment. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce que ces gens-là arrivent à se retrouver en difficulté alors qu'ils ont été des professionnels? Vous vous êtes d'abord posé les bonnes questions avant de mettre sur pied un projet, un processus. C'est cela. Donc, la question de la précarité nous intéresse de manière primordiale parce que dans ce sens-là, on se rend compte que c'est justement cette question-là qu'il faut essayer de solutionner pour faire en sorte que dès qu'on a terminé la carrière, on se retrouve loin de la vulnérabilité sociale. Voilà. Gaëtan Kouka, un joueur sur un terrain de football, est-ce qu'il pense tout de suite à la fin carrière, après carrière? Ben écoutez, il faut individualiser le débat parce que à chacun justement sa vision non seulement de sa carrière, mais justement son après-football. Et à ce titre-là, il faut l'envisager à deux niveaux. D'abord, qu'est-ce qui est prévu dans les tests au niveau réglementaire par rapport à la loi? Aujourd'hui, on parle du Code national du sport. Et éventuellement, comme je disais, permettez-moi la répétition, qu'est-ce que le joueur lui-même a prévu après sa carrière? Donc, les questions se posent à ce deux niveaux. Et j'espère que tout au long de l'émission, nous pourrons débattre en toute sérénité. Président Nengue, vous faisiez partie de la commission 8, reconversion. Vous êtes bien placé. Peut-être nous expliquer c'est quoi exactement la reconversion? Les footballeurs sur le plateau, ils sont trois. Parler de reconversion. Non, mais il s'agit juste de trouver, après le métier de football, il s'agit pour les humains qui pratiquent cette discipline-là, de trouver autre chose à faire professionnellement qui cadrerait mieux avec qui garantit surtout leur niveau de vie. Oui. Il ne faut surtout pas qu'on arrive à des précarités du style un footballeur qui avait l'habitude de toucher 200 000 par exemple et qui du jour au lendemain se retrouve avec 20 000 ou 30 000. C'est cette perte de niveau de vie qui amène ce qu'on a qualifié l'altération de l'image du football. Nous avons travaillé donc sur ce projet-là lors des assises du football. Et après avoir fait le diagnostic, on a évidemment proposé pas mal de solutions sur lesquelles nous reviendrons le long de l'émission. Valérie? Moi, je pense que le problème, on doit le prendre à la base. Oui. À la base, c'est-à-dire que nous sommes bien conscients que lorsqu'un joueur arrive dans l'élite, il a 19, 20 ans, et que s'il n'a pas l'instruction de base, donc de l'école primaire au secondaire, ou pour ceux qui ont pu y accéder universitaire, il va être difficile en fin de carrière que l'on puisse penser ou songer à une reconversion. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir dans évidemment tout ce qui est d'ordre régalien de l'État, en sachant que l'école ou l'éducation est obligatoire, puisqu'il nous arrive aujourd'hui de trouver des jeunes hommes qui pensent qu'il ne faut que jouer au football et délaisser l'instruction académique. Donc je pense que moi déjà, c'est à ce niveau qu'il faut déjà arrêter ce phénomène et permettre à ce que les gens puissent avoir une fréquentation régulière dans certains pays. Je ne vais pas, comme on dit très souvent, comparaison n'est pas raison, mais en France, l'obligation est faite jusqu'à 18 ans d'être scolarisé. Il faut déjà remettre cela sur les rails, puisqu'on constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans des clubs qui ne sont pas scolarisés. Et après, voilà, en fonction de cela, on pourra voir maintenant, en fonction du potentiel, en fonction des ambitions des uns et des autres, comment celui-ci, on peut le mettre dans l'entraînement, dans le management, ou même ailleurs. On a vu des politiciens qui étaient sportifs, aussi bien s'en sortir. Il faut terminer, dire que c'est un phénomène qu'on connaît ou qui est né depuis là, les années 2000. On va vous permettre, Valérie, Brice Dengue veut prendre la parole, pour regarder les facteurs bloquants. Les facteurs bloquants, ce qui constitue un véritable mal, bien sûr, au sujet de la conversion. On va regarder les facteurs bloquants. Nous avons, en ce qui concerne les facteurs bloquants, vous avez ici
vous n'avez pas d'accompagnement, il n'y a pas d'accompagnement au niveau des centres de formation ou bien au niveau des clubs de football de première division, même également à l'équipe nationale. Vous avez le statut du footballeur qui est complètement inexistant. On va en parler avec Arsène Tolmangoy. L'absence du cadre juridique, vous avez dispositif de formation inexistant, Arsène. Pour résumer, est-ce que vous avez fait ce constat au sein de l'ANFPG? Au niveau de l'ANFPG, toutes ces questions-là sont généralement évoquées. Et on n'est pas sorti de nulle part pour venir créer un service formation et reconversion au pif comme cela. Comme je disais au départ, l'ANFPG a une orientation qui est basée gestion de tout ce qui est contentieux et autres. Mais au-delà de ça, on a fait une étude en 2016 avec la FIFPro, donc qui est la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels. Et on s'est rendu compte que 20% seulement de nos athlètes avaient un diplôme ou une qualification. À partir de cet instant-là, on a fait un diagnostic approfondi par rapport à notre base de données en interne. Et on s'est rendu compte qu'il y a un maximum de ces joueurs-là, de nos adhérents, qui n'avaient pas justement ces qualifications-là. Et qu'est-ce qu'on a fait tout de suite? On a essayé de travailler en termes de cartographie de tout ce qui est comme besoin en formation de nos adhérents. On a fait une cartographie de tout ce qui est formation proposée au niveau des centres de formation. Et à ce niveau-là, on est en train de voir dans quelle mesure mettre en relation les besoins en formation de nos adhérents et les entités qui offrent ces formations-là, justement. Donc, nous sommes là comme une plateforme parce que nous, on n'a pas l'expertise nécessaire pour donner la formation. Ce que nous, on fait au niveau de l'ANFPG, c'est mettre en relation les formations qui sont demandées par nos adhérents et les centres de formation technique qui offrent justement ces formations-là. Et c'est le but de notre mois de la reconversion qu'on est en train de passer depuis le 6 juillet dernier, où on fait passer des séances de travail sur le double projet. Ça veut dire qu'il y a au sein de nos adhérents ceux qui font et l'école et qui vont encore jouer au football, donc on appelle ça le double projet. On est en train de les suivre là-dessus. On met un accent sur tout ce qui est apprentissage des métiers. Ça veut dire qu'en partenariat direct avec Basile Ondimba, Kenko, on arrive à avoir des partenariats où nos adhérents sont directement mis en relation avec ces formations techniques-là, parce que nous, on n'a pas de salle de classe, nous ne sommes pas des experts dans ce domaine-là. Et également, on a mis un accent sur tout ce qui est apprentissage des métiers avec les entreprises qu'on a invitées lors de notre mois de la reconversion. Et là, on a par exemple Faco Construction qui est venu avec les flexibilités qu'ils offrent pour que nos adhérents arrivent à s'insérer dans ces dispositifs qui sont mis en place. Gaëtan, est-ce qu'on peut parler de reconversion au niveau des footballeurs lorsque certains manquent de qualification professionnelle? Non, à ce niveau, je ne pense pas. Et permettez-moi de revenir sur la thématique que vous évoquiez la semaine dernière, justement concernant les centres de formation. Et comme le disait à juste titre Valérie, la reconversion de joueurs est fonction de ce que la formation doit être le suivi. Et lorsqu'on parle de formation, si on parle de non seulement former le joueur, mais également l'individu. Donc il faut savoir dissocier les deux entre la formation sur le plan scolaire et la formation sur le plan sportif. D'accord? Et le rôle justement du centre de formation est de venir en amont juguler tous les problèmes que nous évoquons ici qui devraient trouver solution à terme. Malheureusement pour nous, l'association qui fait un diagnostic qui est très alarmant vient peut-être pas se substituer à l'État parce que c'est la responsabilité régalienne de l'État, mais vient dire à haute intelligible voir quels sont les manquements que nous connaissons dans le monde du football gabonais. Et la résultante n'est que ce que nous voyons sur le terrain, de joueurs qui, après leur carrière footballistique, commencent à être des nécessités. Valérie, est-ce qu'il y a d'autres facteurs bloquants, au-delà de ce que nous avons évoqué sur le plateau, sur le tableau, on en vue? Bien, je pense également que nous avons certainement oublié, ou nous oublions certainement, le cercle familial, qui a le droit, qui a le devoir, je dirais même, de s'assurer, en dehors de la pratique sportive, que son enfant va également à l'école. Moi, j'ai reçu des parents qui m'ont clairement dit qu'ils avaient des enfants qui ne voulaient pas aller à l'école et qui voulaient jouer au football. Donc, il y a la démission des parents qui fait en sorte que le club dans lequel le gamin va aller jouer, qui a obligation
de faire en sorte que le gamin qui vient jouer dans le club soit scolarisé. Donc la base, c'est à la base qu'il faut régler le problème. Parce que lorsque vous arrivez en première division, vous avez 19, 20 ans, n'ayons pas peur de dire les choses. Si vous ne savez ni lire ni écrire, quels que soient les dispositifs que vous allez mettre, ça va être compliqué. Si vous ne savez pas utiliser un ordinateur qui est aujourd'hui un outil indispensable, j'ai du mal à voir comment, quels que soient les moyens qui vont être mis, tous ceux qui vont venir. Donc, il faudrait à ce moment-là qu'on reprenne, n'est-ce pas, ces habitudes de scolariser les enfants et de suivre et de mettre évidemment des dispositifs qui vont, si les clubs ne respectent pas, parce que c'est une obligation, c'est vrai, l'État doit le suivre, mais les fédérations, là on est dans le football, mais toutes les fédérations doivent s'assurer que les enfants sont scolarisés. Et comme le disait Gaëtan, on n'est pas simplement dans la pratique sportive, on est dans la formation de l'homme, de l'individu, qui doit être après inséré ou réinséré dans la société. Donc si on a manqué ce wagon-là, j'ai du mal à voir comment, après, derrière, on pourrait parler de reconversion. Là, il y a les accompagnements, là, il y a l'absence du statut du footballeur, il y a plein de choses. Mais l'accompagnement, il commence dans le cercle familial. Et l'État, ensuite, et les autres structures qui sont sportives, qui sont de toute forme, peuvent prendre le relais. Donc nous avons tous, à notre niveau, parents, dirigeants sportifs, l'État bien évidemment, notre niveau de responsabilité là-dedans. Qu'est-ce qui a été dit lors des assises pour régler, pas peut-être d'une manière définitive sur cette question? L'idée, c'est de régler définitivement cette problématique, parce qu'il est hors de question qu'en 2021, on abandonne encore une partie des Gabonais à leur propre sort. Parce que là, il s'agit quand même de beaucoup de footballeurs qu'on abandonne à la rue et qui, demain, c'est le rôle de l'État déjà de s'occuper de ses propres citoyens. Au niveau scolaire, parce qu'il faut comprendre que le problème de base que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord un problème scolaire. On ne peut pas reconvertir quelqu'un qui, à la base, n'a aucune connaissance, qui n'a aucune qualification. Donc l'idée, au départ, c'était de donner des outils. Il y a certains joueurs sur le plan international qui n'ont peut-être pas, qui ne sont pas allés au-delà de, qui ne sont pas allés. Ils gagnent beaucoup d'argent et ils ont la possibilité. Les footballeurs gabonais ont gagné beaucoup d'argent. Oui, ils gagnent beaucoup d'argent. En équipe nationale, par exemple, je vous rappelle en 2012. Chaque footballeur qui était appelé à cette canne-là a eu au moins près de 130 millions de francs CFA. Comment ils se sont... Tout le monde ne peut pas aller en équipe nationale. Parce que lorsqu'on est un joueur de haut niveau, on a soi-même le devoir de penser à un moment donné à l'orientation qu'on va donner au moment de sa fin de carrière. Parce que là, à ce niveau, les gens dont vous parlez, c'est qu'ils sont capables, eux, d'avoir des conseillers à côté d'eux qui peuvent ou qui vont leur indiquer les investissements appropriés. Donc, la formation, excuse-moi... Si vous me permettez de terminer... Je finis. La formation, si on la prend comme ça, c'est qu'on va prendre le jeune footballeur et on va prendre le footballeur de l'élite. Ça fait deux choses différentes. Oui, il ne faut pas dissocier le volet de reconversion. Il faut embarquer tout le monde dans le pipe. Pourquoi? Parce que tout le monde ne sera pas appelé en équipe nationale. Vous avez 1 milliard de footballeurs, 11 seront titulaires dans l'équipe nationale. Pas tous. Donc, tous n'auront pas les revenus de la CAN. Et tous n'ont pas eu les revenus de la CAN, par exemple, en 2012. L'idée pour nous était déjà de recenser ce que l'État a, parce que la formation est d'abord du devoir de l'État. Nous avons compris que l'État, dans chaque province, on a des centres de formation et de perfectionnement professionnel. Donc, il est important que partout où l'État a ces structures-là, que la formation soit ouverte aux clubs qui peuvent inscrire leurs enfants, leurs joueurs. Il y a aussi, au niveau scolaire, il y a des écoles dans tout le pays. Aujourd'hui, l'obligation sera faite par des décrets à tous les clubs d'inscrire leurs enfants. Et il y a une commission de suivi qui va de temps en temps qui va regarder si les enfants vont à l'école ou pas, donc en collaboration avec les écoles. Et au niveau universitaire, par exemple, il y a des footballeurs aujourd'hui qui ont le bac, qui sont bloqués, qui ne peuvent rien faire. On a demandé à l'État d'ouvrir l'Institut de la jeunesse et du sport, parce que c'est quand même l'établissement de l'État qui est à caractère sportif, mais qui malheureusement pour nous ne forme que des moniteurs de sport en 2021. On a dit que c'était une aberration. Le problème de cet établissement, c'est un problème de statut. Les statuts ne leur permettaient pas d'ouvrir. On a suggéré dans les recommandations que le ministère des Sports, qui est propriétaire, qui est en fait gestionnaire de cet établissement-là, ouvre l'école à toutes les disciplines sportives qui permettraient aux footballeurs déjà de l'élite, donc ceux qui ont au niveau bac,
de pouvoir parfaire leurs connaissances universitaires à partir de l'Institut de la jeunesse et sport. À partir de là, les diplômes acquis permettent plus tard de se dire que, bon, X ou Y a un diplôme dans telle matière, il est plus simple de l'orienter vers autre chose plutôt que quand il n'a aucune formation. Arsène, au-delà du diagnostic fait par exemple par vous, la NFPG, qu'est-ce qui est proposé de l'urgence quand on essaie de regarder quand même les difficultés rencontrées par les footballeurs gabonais aujourd'hui? Rodrigue, je disais tantôt que nous, au niveau de la NFPG, on n'a pas attendu peut-être les assises pour prendre le problème à bras le corps, parce que nous le connaissons depuis un certain temps. Je partage l'idée de Brice de tout à l'heure qui disait que c'est une question d'ordre beaucoup plus général que ce qu'on est en train de dire. Parce que la problématique de la retraite, l'âge légal, je pense, de départ à la retraite au Gabon, après les assises d'octobre 2017, est de 63 ans. Aujourd'hui, si on veut se faire plaisir, on va dire que l'âge de départ à la retraite du footballeur au Gabon, on va se faire plaisir, et je dirais à 35 ans. Ouais. Ça veut dire que de 35 ans à 63 ans, on va se retrouver avec une catégorie de population qui va végéter dans la nature, qui va devenir un boulet pour la société. Ça veut dire que ce n'est même pas une question de l'ANFPG, c'est une question d'ordre socio-économique. Ouais. Parce que, voilà, national, ça devient un problème d'ordre national. Parce que cette catégorie de la population va se retrouver comme une charge pour toute la société parce qu'ils ne sauront plus rien faire d'autre à part avoir été footballeur. Donc la question de la reconversion, c'est la question de comment est-ce qu'on passe du statut de joueur à statut d'ex-joueur ou ancien joueur. Donc c'est à ce niveau-là que nous, on intervient de manière pratique. Ça, c'est par exemple le récapitulatif de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui de manière pratique avec nos différents adhérents. Est-ce que vous ressentez le besoin de vos adhérents, bien sûr, de rentrer dans le moule? Mais effectivement, mais tout est toujours une question individuelle. La question de la reconversion, c'est une question individuelle, mais qui impacte toute la société. Valérie parlait de la cellule familiale parce que c'est tout un écosystème autour du joueur, parce que la décision, en fin de compte, dépend du joueur lui-même. Tout ce qu'on est en train de mettre en place, si le joueur ne vient pas, par exemple le mois de la reconversion, on a eu à appeler nos adhérents, communiquer dessus, mais il y en a qui sont arrivés, il y en a qui ne sont pas arrivés, qui ne sont pas intéressés. Donc, nous, on met en place ces dispositifs-là. Ceux qui viennent, ils intègrent ces dispositifs-là. Voilà pourquoi nous, on parle de formation et reconversion. Mais est-ce qu'il y a une période bien déterminée au sein de l'ANFPG pour pouvoir voir les fruits de cela? Est-ce qu'il y a un temps bien précis? Parce qu'il faudrait quand même que les gens puissent regarder, savoir que l'ANFPG, depuis 3 ou 4 ans, ils sont là. Voici ce qu'ils ont fait en termes de reconversion, aider et accompagner le footballeur. Mais toute une documentation est disponible. Vous pouvez passer où vous voulez. Voici un des éléments sur lesquels nous travaillons avec des associations, avec les chefs d'entreprise. Là, on est sur le mois de la reconversion où on parle de manière pratique de ce que c'est la reconversion. On a fait venir les instituts supérieurs qui s'occupent de ces questions-là et on a mis en connexion nos adhérents qui sont, par exemple, il y a une qui est en licence, qui a été cooptée et qui est actuellement avec l'Institut privé panafricain des études des exemples. appliquées. Voilà les exemples. Et ça, c'est du concret. Ouais. Là, également, on a une de nos adhérentes qui a été cooptée et qui a fini son stage avec Faco Construction en tant qu'électricienne en bâtiment. Ça, c'est du concret. Mais toujours est-il qu'il faut une certaine formation au départ, à la base, qui fasse en sorte qu'on puisse imaginer ou penser la reconversion. Alors, il y a des événements également que vous organisez sur la reconversion également, depuis pratiquement 2 semaines, mais il y a quand même l'absence de certains joueurs. Il y a l'absence, il n'y a pas d'engouement au niveau des joueurs. Non, vous n'allez pas parler d'absence d'engouement, parce que nous, on est déjà régi par des contraintes liées au Covid. Donc, qui est concerné par vos conférences au niveau de la conversion? Notre cible, ce sont nos adhérents. Oui. La cible est connue. Donc, à ces adhérents-là, on leur donne l'opportunité de venir s'enquérir de ce qui se fait au niveau de l'Association nationale des footballeurs professionnels. Et une fois de plus, comme je le disais tantôt, la question est individuelle. Vous arrivez ou vous n'arrivez pas. Mais toujours est-il que le dispositif est mis sur les réseaux. Même ceux qui sont au niveau des provinces arrivent à recevoir ce qu'on fait comme échange au niveau du mois de la reconversion qu'on est en train de tenir en ce moment. Oui. Pour ma part, je pense que la question de la reconversion a dépassé le cadre du footballeur. C'est une question d'intérêt national. Et comme nous le cessons de le rappeler sur ce plateau, le droit à la scolarisation ou à la scolarité est encadré par la loi fondamentale. C'est pourquoi j'évoquais en amont la responsabilité de l'État via
le Code national de sport, et éventuellement, et derrière la responsabilité parentale. D'accord? Cette même constitution qui confère aux parents le droit de scolariser leurs enfants doit être encadrée par un environnement, ce qu'on a qualifié ici d'écosystème. Quel est l'écosystème aujourd'hui qui est mis en place pour la reconversion des joueurs? D'abord la formation, parce que le débat part de là. C'est au niveau de la formation que nous pensons à dire, nous le prenons à cet âge-là, jusqu'à cet âge, après il devrait poursuivre justement sa vie. Donc, plus dans le cadre sportif, mais dans le cadre de la vie professionnelle, donc dans un autre domaine. Donc, à partir de ce moment, je suis tout à fait d'accord avec Valérie lorsqu'il parle de démission, mais la démission ici n'engage pas que la cellule familiale, elle engage l'État, parce qu'elle est garante justement de la scolarisation des enfants. À partir de ce moment, le travail que fait l'ANPG est un travail, moi je dis, en un temps suffisamment court, est un travail, apparemment sur la base des présentations qui nous est faite, est un travail scientifique, qui fait un diagnostic tout à fait exact de la situation des footballeurs. Et qui dit footballeur dit père de famille, dit intégration dans la vie active. À partir de ce moment, si nous nous auto-saisissons pas de cette question, ou nous ne saisissons pas de la question, nous allons toujours continuer sans le cadre juridique qui est évoqué. Parce que, vous voyez, quoi que nous disions, il y a toujours cette absence de cadre juridique. Ouais, toute profession est régie par des règles. Valérie, avec vous, vous allez m'accompagner à lire ce tableau au niveau de l'absence et conséquences, bien sûr, au niveau, en ce qui concerne cette question de la reconversion. Quand on regarde, on revient toujours, les maîtres mots sont toujours là, précarité, perte de confiance en soi, altération de l'image du footballeur, décrochage social et professionnel. Je pense que tout est lié, tout est lié. Moi, je voudrais très rapidement faire un peu d'histoire parce que c'est important qu'on sache un certain nombre de choses. Dans les années, et même 60 ou 70, les footballeurs, voire même d'autres sportifs, ont eu l'opportunité, à travers les clubs dans lesquels ils évoluaient, selon la discipline sportive, celui-là pour être policier, celui-là pour être militaire, celui-là pour entrer à la caisse ou à la poste. Donc il y avait comme ça, de manière tout à fait naturelle, selon la responsabilité des dirigeants, de penser à faire en sorte que le footballeur, après sa carrière, il ait l'opportunité de continuer sa vie professionnelle dans un cadre stable et sécurisé. Donc, et ça puisse faire dans l'estuaire, ça puisse faire dans l'Ogooué maritime et le Haut-Ogooué, ceux qui sont rentrés à la Comilogue, ceux qui sont rentrés à Elf, à Shell, et à la Poste et tout ça. D'autres ont même fait des carrières politiques qu'on connaît. Donc, je dirais que c'est pas un fait nouveau, mais il a pris une envergure nouvelle à travers le fait que cette démission de l'État, quant à faire respecter les textes qui sont mis en place pour garantir la citoyenneté de tout le monde, et en fait la famille également qui ne suit pas, et les clubs qui en profitent. Parce que, je vais prendre mon exemple, moi j'étais au lycée de Djoué-Dabani, j'étais scolarisé. À travers la pratique sportive, ça m'a permis de ne pas payer mes études. Mais ça m'a accompagné. Et aujourd'hui, les parents sont les premiers. C'est pourquoi je parle de la démission des parents. D'abord, les parents sont les premiers à vous interpeller pour vous dire, mon garçon, il ne veut pas jouer au football, il ne veut pas aller à l'école, il ne veut que jouer au football. Lorsqu'un parent vous dit ça, mais c'est grave. Parce que le football, comme disait Brice, il y a 1 milliard de personnes qui jouent. Ou il y a 1 million qui jouent. Il y a 100 qui vont être internationaux. Et les autres. Donc, il faudrait qu'au niveau social et professionnel, on puisse trouver des parades. Parce que de demander aujourd'hui aux sportifs d'avoir le bac ou la licence, c'est un exploit. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Valérie, permettez-nous de... Je vais terminer. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut aller vers des dispositifs de validation des acquis de l'expérience où on se dit, OK, M. Ondoébé Valérie, il a fait ça en tant que footballeur international. On crée une passerelle, un dispositif qui va faire en sorte que son acquis de l'expérience, on va le transférer dans ça pour lui permettre de rentrer à l'INJS, pour lui permettre de rentrer dans telle ou telle structure de formation. Mais si on va simplement sur des diplômes, je le dis comme je le pense, ça ne va pas le faire. Alors, au cours de ces assises également, on a parlé de la stratégie de reconversion. On va le voir. Cette stratégie, ça propose quoi exactement? Vous avez parlé, bien sûr, de la formation. Vous avez parlé également, il y a plusieurs aspects qui ont été évoqués lors de ces assises-là. On parle de la phase de formation. Arsène Tolomo, on va rester avec vous. Brice, s'il te plaît. On parle également de la phase de compétition et la fin de carrière. Effectivement, ce sont des pans
qui nous touche. Parce que on parle de formation et de conversion. Et je parlais tout à l'heure de la dynamique qu'on a impulsée durant ce mois-là, où on a eu 4 thématiques sur ces questions-là. Et il s'agit du double projet. Je parlais du double projet pour dire qu'il y a des adhérents qui sont actuellement des sociétés, des clubs, mais qui vont à l'école. Donc on parle de double projet. Là, on est dans la formation. Après, il y a dans cette formation-là tout ce qui est formation diplômante. Tout ce qui vont pour faire le BPC, le bac, la licence. Voilà. Après, il y a la formation qualifiante, l'apprentissage des métiers. Aujourd'hui, parce que Valérie vient de le dire, tout le monde n'est pas appelé à être bachelier ou licencié. Voilà. Donc, c'est vrai, il y en a qui vont être dans cette dynamique de formation diplômante, mais il y a également, et pour ceux qui pratiquent le foot, on a aujourd'hui les cours du soir, il y a la possibilité et les flexibilités que nous, on a avec les différents partenaires que nous avons. Voilà. Je parlais tout à l'heure de Kenko, de Basile Ondimba et de tous les autres centres qui nous accompagnent. Par exemple, je parlais de Axe Consulting, qui est un de nos partenaires aujourd'hui. Ça, c'est la formation qualifiante, où on a la possibilité aujourd'hui, et on a pu insérer des adhérents. Peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, mais c'est des preuves palpables de ce qu'on fait sur le terrain. On revient sur les assises Brice Denengue pour ce que proposent bien sûr les assises à la fin de la carrière d'un footballeur. Au terme de ces assises-là, voici ce qui a été proposé pour la fin de carrière du footballeur gabonais. Finalisation du contrat avec les partenaires, entre guillemets, ce que Tolo disait, entreprise. Présentation des offres de formation liées au métier du sport. Validation des acquis de l'expérience. Perfectionnement des acquis par des séminaires de formation adaptés. C'est pour ça que je me retrouve dans tout ce que les autres développaient avant, puisque on avait tout coché sur papier, en attendant que l'État mette tout en musique, parce qu'après, tout est dit, tout est bien dit, mais après, il faut mettre en exécution tout ce qui a été recommandé. Et là, souvent, ça pose problème. Les contrats signés avec les entreprises, c'est aussi l'État qui doit faciliter ces contrats-là. Il est vrai qu'un club peut aller voir un partenaire et solliciter un certain nombre d'avantages, mais c'est d'abord l'État. Quand on demandait dans la formation de base déjà, on demandait d'alléger les programmes scolaires des enfants pour leur permettre et d'apprendre le métier du football et d'apprendre à l'école. Mais il n'y a que l'État qui peut négocier ce genre de mécanisme. On a le cas, par exemple, de nos jeunes élèves qui vont en compétition internationale. Il est en 3e. Aujourd'hui, les enfants de 13-14 ans sont en 3e. Ils vont jouer en U17 avec l'équipe nationale. Pendant parfois 2 semaines, 3 semaines, ils ne sont pas à l'école. Il faut que l'État prévoie des mécanismes. Les mécanismes ont d'ailleurs été prévus pour permettre à leur retour qu'ils soient accompagnés par des professeurs que le ministère de la Jeunesse et des Sports aura négocié préalablement avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est pour permettre à ces élèves-là de ne pas rater une partie de leur cours par la faute du football. C'est ça qui crée aussi un frein chez les familles, parce qu'après, les parents se disent « mon enfant va jouer au ballon et quand il va échouer l'examen, l'État va abandonner ». Arsène Tolomango, pour vous accompagner, puisqu'on va en parler pour la deuxième partie de cette émission, que retenir concrètement au niveau de la NFPG pour aider ces joueurs-là qui sont vos adhérents? Au niveau de la NFPG, la donne est toute faite. Nous connaissons notre cible, ce sont nos adhérents footballeurs professionnels. Aujourd'hui, on a compris que la question de la reconversion, c'est une question individuelle, mais qu'au-delà de l'individu qui est l'adhérent, il y a tout un ensemble de parties prenantes qui vont faire en sorte que la question de la reconversion devienne quelque chose de possible. Et comment ça doit se faire? Ça doit se matérialiser par la participation de chacune des entités. Qu'est-ce que j'entends par entité? Ça veut dire que l'association que nous sommes, nous faisons notre part en termes de sensibilisation, en termes de communication. La famille doit jouer son rôle en termes de visibilité par rapport à l'enfant qu'ils ont. Le club qui reçoit l'enfant doit accompagner cet enfant également dans tout ce qui est formation et reconversion. On a le cadre légal qui doit permettre de faciliter tout cet environnement-là pour faire en sorte que la question de la reconversion, finalement, soit prise en compte par tout le monde au bénéfice des footballeurs qui sont là pour ça. Oui. Si vous me permettez, je voudrais dire à l'attention d'Arsène, c'est un constat dans les propos que j'écoute ou peut-être que j'ai mal perçu.
Et si c'était le cas, en tout cas, il va me corriger. J'ai l'impression que ce volet reconversion que vous avez mis en place ne concerne que les générations actuelles. Est-ce que cela veut dire que des joueurs d'une autre génération qui sont établis, qui ont quelques difficultés, n'est-ce pas, à acquérir X ou Y formation ou qualification, qu'elle soit certifiante ou diplômante, ne sont pas intéressés? Non, c'est pas... Rapidement, Arsène. Je vais répondre rapidement. Parce que je disais que notre cible principale, ce sont les adhérents de l'association. Parce que avant de pouvoir aller intervenir sur une certaine catégorie de la population, il faut bien qu'on ait déjà géré nos... Oui, mais anciens footballeurs, ils font partie voilà, Arsène, nous allons poursuivre le débat très prochainement. Je pense que la question évoquée par Valérie aussi est une très bonne question. Oui. On va marquer une pause pour vous dire au revoir, en espérant vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup. Pour accueillir également. Je vous remets donc ce petit dossier. Voilà, merci beaucoup, voilà. C'est très gentil. On marque une courte pause pour recevoir également sur ce plateau notre consultant qui est parmi nous, Mermoz Asselé. On se retrouve dans quelques instants seulement. Sur ce plateau, bien sûr, avec le deuxième sujet de cette émission, on va parler de la DTN, la direction technique, quel impact sur le développement du football au Gabon. Valérie, en quelques minutes, peut-être nous définir le rôle d'une direction technique. Ben, la direction technique, c'est le laboratoire de conception, d'organisation et de mise en œuvre de la politique technique, quelle que soit la discipline. Là, nous sommes dans le domaine du football. Donc, c'est au sein de ce département technique que se retrouve toute l'expertise qui va mettre en œuvre la vision prônée par le ministère des Sports qui représente l'État, les objectifs affichés par la Fédération gabonaise de football. Donc, c'est ce département technique qui va mettre tout en œuvre, qui va concevoir déjà en conformité, en adéquation avec les deux pans que j'ai cités, qui va traduire ça en un programme d'activité annuel. Mais pour cela, il faut un certain nombre de choses qu'on peut peut-être développer si on a le temps. Ben, il faut avoir des services internes qui soient spécialisés dans plusieurs domaines. Il faut avoir des démembrements effectifs et fonctionnels. Il faut avoir un programme qui trouve l'adhésion de la fédération et du ministère. Et bien évidemment, il faut que ce soit accompagné par des moyens pour que la réalisation se fasse. Président Ngué, est-ce que vous sentez la présence de la direction technique, le rôle, comme l'a défini Valérie Ondo ici, sur le plan de la direction technique, son rôle au Gabon, en fait, sur le plan, au niveau de la Fédération gabonaise de football? Personnellement, je ne vois pas, je ne sens pas cette direction technique nationale bouger. Je ne vois pas des choses, le paysage s'éclaircir. On ne sent cette direction technique en mouvement que quand il s'agit de faire une présélection des U17, mais après, en général, le foot est abandonné à lui-même. Peut-être qu'il y a des choses qui se font, mais comme ça n'apparaît pas au grand public, on ne sait absolument pas ce qui se fait là-bas. Je m'en vais vous montrer les premiers noms des différents directeurs techniques, bien sûr, de la DTN, ceux qui sont passés là. Les premiers noms, vous avez ici Roger Zemevian, vous avez Claude Albert Mbourono. Ils sont passés à la tête de la direction technique de la Fédération gabonaise de football. Mais il y a eu plus de joueurs, Stéphane Guéma, Arsène Domar Colino, Chivastar Ndigou, qui sont sortis sous la direction technique de Roger Zemé. Tous ces autres-là, est-ce qu'on peut dire que c'est la fédération qui ne fait pas pression pour élaborer un programme, ou bien ce sont les différents directeurs techniques qui sont passés, qui n'élaborent pas un programme pour un meilleur développement de notre football? Mermoz. Moi, je dirais que c'est plus le contexte qui a changé. Ouais. Comme vous en parlez dans la première partie de l'émission, au niveau de la reconversion, c'est-à-dire que c'est comme si nous avons changé d'époque.
et de paradigme même au niveau du Gabon. Valérie disait tantôt qu'à l'époque, on avait des clubs qui accompagnaient justement, qui savaient jouer ce double rôle de formateur pour les jeunes, sur le plan sportif, que ce soit humain, scolaire. C'est la même chose pour la DTN. Vous parlez que certains joueurs sont sortis sous, par exemple, la direction de Roger Nzémévian, ou bien certains seraient sortis sous la direction de Claude Albert Borono. On parle encore de personnes d'une certaine époque où on pouvait dire qu'il y avait un semblant de quelque chose, excusez-moi du terme, un semblant de quelque chose dans la gestion de notre football au Gabon. Depuis, les choses ont beaucoup changé, ont beaucoup dépéri, si je peux utiliser ce terme. Et comme l'a si bien dit tout à l'heure Brice, la DTN, on a l'impression qu'elle est pratiquement inexistante et qu'elle n'existe que quand il s'agit on dit qu'il va y avoir le prochain match tour préliminaire pour les élections, pour les éliminatoires de la CAN U17, U16. C'est là où on entend parler de la DTN. C'est là où je crois même que certains supporters gabonais se rendent compte que donc il y a même une direction technique nationale, qu'il y a même un directeur technique national. Et je peux sûrement mettre ma main sur le feu que prenons 10 personnes intéressés par le football gabonais en micro-trottoir, je suis sûr qu'il y aura plus de la moitié qui ne connaissent pas le nom du directeur technique national actuel. On regarde la dernière vague avec revenu avec Kouka, la dernière vague de directeurs, ceux qui ont occupé bien sûr ce poste. Vous avez Paulo Duarte, vous avez Albert Ortone, j'espère que je prononce bien, hein. Bon, retournons à Albert. Vous avez Garrido, vous avez également Raphaël Nzamba, Valerondo, Brice Ndengue, Gaëtan Kouka. Est-ce qu'on peut prendre le risque de dire qu'ils ont échoué? Écoutez, moi personnellement, je dirais non. Bien, vous me donnez l'occasion quand même de donner mon point de vue sur la question. Il faut dire que dans tous les pays à vocation footballistique, la direction technique nationale est à la base de nombreuses réformes. Or, ici, la question que nous devons nous poser sur l'absence ou non-absence de la direction technique nationale gabonaise, cette absence est-elle due au fait de l'absence de, permettez-moi la répétition, de cahier de charge en termes de programme d'activité de la direction technique nationale ou des moyens qui sont mis à disposition pour l'exécution de ce cahier de charge? Donc, ce sont ces deux interrogations que nous soulevons comme ça qui méritent réponse. Entendu que la direction technique nationale et l'organe technique, là c'est un organe technique, comme le disait si bien Valérie. Elle répond directement, bien que assise au niveau de la Fédération gabonaise de football, elle répond directement aux injonctions du ministre des Sports, qui lui est garant justement de la pratique du sport, que ce soit d'élite et de masse. Donc on devrait se poser des questions à ces deux niveaux, à ces niveaux-là. Donc à partir de ce moment, si nous avons la réponse de savoir que le directeur technique national n'a pas fait un travail technique, encore une fois, permettez-moi la répétition, à partir de ce moment, la responsabilité incombe au directeur technique, ou alors ce directeur technique aura fait un travail qui, malheureusement, n'aura pas trouvé les moyens justement pour la mise en musique de ce travail, du travail. Valérie, je repose la question. Quand on regarde cette liste-là et qu'on constate qu'il n'y a pas un développement dans le football gabonais, selon votre explication, la direction technique mène un rôle important au sein de la Fédération gabonaise de football. On constate que rien n'est fait. Ont-ils échoué ou pas, Valérie? Il est difficile de situer en termes d'échec les responsabilités des uns et des autres, même si, évidemment, pour avoir été directeur technique adjoint, si ça n'a pas été bon, il faut que j'endosse une partie de la responsabilité. J'ai assumé ces fonctions-là. Ouais. Mais je pense que le problème, il est de plusieurs ordres au niveau de la direction technique nationale. Nous confondons le directeur technique national qui anime la politique de la direction technique nationale, et la direction technique nationale qui est une institution. Lorsqu'on parle de direction, déjà en termes administratifs, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 3 services. Est-ce qu'on peut dire ici, maintenant, clairement que la direction technique de la Fédération gabonaise de football a 3 services? Pour répondre déjà à une norme administrative, une direction, pour qu'elle s'appelle comme telle, doit avoir au moins 3 services internes. Ça n'existe pas. Donc, quels sont ces services? Mais tous les services que vous pouvez estimer appropriés pour mener à bien un plan d'action ou pour concevoir un programme que vous allez après divulguer dans les provinces, dans les départements, à travers les directions techniques provinciales.
Vous pouvez avoir un service du football des jeunes, du football de base. Vous pouvez avoir un service archives, documentation et information. Vous pouvez avoir un service football d'élite, statistique, tout ce que vous voulez. Mais on n'a pas ces services-là. Donc ça veut dire que tous ceux que vous présentez ici, ils sont en même temps directeurs techniques et ils sont en même temps la direction technique. Il y a un problème. Donc forcément, au moment où nous parlons, aujourd'hui, celui qui occupe cette fonction, est-ce qu'il bénéficie de l'expertise de ses services internes? Parce que lui, il retranscrit les informations qu'il prend du ministère, puisqu'ils ont une double autorité fonctionnelle à partir de la fédération, qui est le chef de la direction technique nationale, et puis administrative à partir du ministère des Sports qui les nomme. Donc dès qu'on aura, à mon avis, mis en place ces services internes qui vont aider le directeur technique a véritablement asseoir sa politique avec des démembrements au sein des provinces, des départements, là on pourra avoir une meilleure jauge pour savoir qui finalement n'a pas pu mettre en action, n'a pas pu jouer son rôle, mais pour le moment c'est le flou total. Est-ce que ce n'est pas inquiétant quand même quand on essaie de... Quand l'absence de formation, l'absence de détection, est-ce que ce n'est pas inquiétant pour notre direction technique? Cet an dernier, la direction technique a sa décharge quand même. On peut dire qu'elle a organisé pas mal de formations. Beaucoup de formations, surtout pour les entraîneurs. Ces 2 ou 3 dernières années, quand même, on peut le leur accorder. Même si ces formations sont, à mon avis, un peu insuffisantes, mais ils ont quand même fait un renouvellement de connaissances, un renouvellement des acquis, de compétences pour pas mal de footballeurs et pas mal d'entraîneurs qui sont repartis de cette école. Mais le constat d'échec, il est patent. Et il ne faut pas aller à gauche, à droite pour tourner autour du pot. Le constat d'échec, il est patent. Il y a des jauges dans le football. L'une des jauges, c'est l'équipe nationale, chez les jeunes. Aujourd'hui, on voit qu'on n'est même pas capable aujourd'hui de monter une équipe nationale des jeunes. Ça veut dire qu'au niveau de la planification de nos ressources, il y a quelque chose qui ne se fait pas correctement. Même si après, la direction technique aussi, quand elle nomme les gens qui sont à la tête de nos sélections, parfois par copinage, on a vu, il ne faut pas aller chercher loin, la CAN 2017 a été un fiasco total, encouragé par la direction technique, qui a fait faire le tour du Gabon pour détecter une équipe nationale U17. Et puis, tous les jeunes ramenés de l'intérieur du pays n'étaient pas à la CAN. Comme par magie, on a retrouvé un seul club à la CAN. C'est un échec patent, c'est l'un des ponts de notre direction technique qui fait que souvent le copinage a primé sur la compétence, sur la qualité, et puis malheureusement ça n'a pas marché. Pour répondre clairement à votre question, je dirais que l'échec est palpable, l'échec est patent, et il ne faut pas aller de midi à 14h pour le démontrer. Merci beaucoup Valérie. Écoutez, moi, je ne vais pas être aussi tranché que... Oui, je ne serai pas aussi tranché que Brice, encore qu'il a les motifs qu'il a évoqués sous-tendent parfaitement ce qu'il a dit. Je pense que c'est un vaste débat et qu'en 20 ou 30 minutes, il n'est pas possible d'apporter toute la lumière parce que je crois que l'exercice est pédagogique. Ouais. Donc, on ne peut que remercier Télé Africa et l'initiative que vous avez prise à nous réunir pour qu'on puisse apporter chacun à son niveau la contribution qui peut être la sienne pour le développement du football. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Gaëtan Kouka. Non, merci à vous, M. Bekale. Merci également à vous d'avoir été de nôtres. Malheureusement, la dernière partie qui consiste à donner des cartons à nos téléspectateurs. Je voudrais quand même m'acquitter d'un devoir, celui de souhaiter un joyeux anniversaire de mariage à Muriel Médou. Merci également à vous qui avez suivi cette émission de très près. Les As du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. On aura l'occasion de nous retrouver lundi prochain. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.